Comtesse d'Oberville, partie 9. 5e phase. La femme paye. Chapitre 35. Son récit était terminé. Elle avait même répété certains détails et donné les explications accessoires. Pendant toute sa confession, elle n'avait pas élevé la voix, elle n'avait pas dit un mot pour se justifier, elle n'avait pas pleuré. Mais l'aspect des choses extérieures semblait s'être transformé à mesure qu'elle parlait. Le feu qui brûlait dans la grille avait pris un air de méchanceté maligne, de diabolique bouffonnerie, comme s'il narguait sa détresse. Le garde-feu ricanait paresseusement. La lumière venant de la carafe ne s'intéressait qu'à un problème chromatique. Tous les objets environnants affirmaient leur irresponsabilité en une répétition terrible. Et pourtant, rien n'était changé depuis le moment où il l'avait embrassée. Du moins, rien dans la substance des choses, mais leur essence s'était transmuée. Quand elle eut cessé, le bruit de leur baiser de tout à l'heure sembla se perdre, tumultueux, dans les recoins de leur cerveau, et s'y répercuter comme les échos d'un temps d'aveugle folie. Claire commit l'inconséquence d'attiser le feu. Il n'avait pas encore pleine conscience de ce qu'il avait entendu. Après avoir remué les tisons, il se leva. La révélation le frappait maintenant, dans toute sa force. Son visage s'était flétri. Il piétinait fiévreusement le plancher. Il ne pouvait fixer sa pensée. C'était l'explication de tous ces vagues mouvements. Quand il parla, il prit, parmi les intonations variées qu'elle lui avait entendues, sa voix la plus banale. « Tess. »« Oui, bien-aimé. »« Dois-je croire à tout ceci ? D'après votre manière, je devrais le considérer comme véridique. Oh, vous pouvez avoir perdu l'esprit. Et pourtant... Mais non, ma femme, ma Tess, rien en vous n'autorise une telle supposition. Je n'ai pas perdu l'esprit, dit-elle. Cependant, il la regardait, les yeux vidés, puis reprit comme hébété. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit auparavant ? Ah, oui. Vous vouliez me le dire, dans un sens. Mais je vous en ai empêché, je me souviens. Ces paroles, et d'autres encore, n'étaient qu'un babil inutile, superficiel, tandis que les profondeurs de son être restaient toujours paralysées. Il se détourna et se courba contre une chaise. Tess le suivit au milieu de la pièce, restant à le fixer de ses yeux qui ne versaient point de larmes. Elle glissa à genoux près de lui et s'accroupit à ses pieds. « Au nom de notre amour, pardonnez-moi, murmura-t-elle, les lèvres sèches. Je vous ai pardonné la même offense. » Et comme il ne répondait pas, elle répéta. « Pardonnez-moi comme vous êtes pardonné. Moi, je vous pardonne, Angel. » « Oui, je sais. »« Mais vous ne me pardonnez pas. »« Oh, Tess, le pardon ne s'applique pas à votre cas. Vous étiez une personne. Maintenant, vous en êtes une autre. Mon Dieu, qu'a donc le pardon à voir avec une aussi grotesque prestidigitation ? Il s'arrêta comme pour réfléchir à ce qu'il venait de dire. Puis, soudain, partit d'un éclat de rire horrible, effrayant, contre nature, d'un rire infernal. « Non, non, cela me tue !» cria-t-elle. « Oh, ayez pitié de moi, ayez pitié !» Il ne répondit pas, et, blanche comme une morte, elle se releva d'un bond. « Angel, Angel, que signifie ce rire ?» s'écria-t-elle. « Vous doutez-vous de ce que c'est pour moi ?» Il secoua la tête. « J'ai tant espéré, tant souhaité pouvoir vous rendre heureux.
J'ai tant prié pour cela. J'ai pensé à la joie que j'en éprouverais, et je me suis dit que je serais une femme indigne si je ne vous rendais pas heureux. Voilà quels étaient mes sentiments, Angel. Je le sais. Je pensais, Angel, que vous m'aimiez. Moi, mon vrai moi. Si c'est moi que vous aimez, comment pouvez-vous parler et me regarder ainsi? Cela m'épouvante. Puisque j'ai commencé à vous aimer, je vous aime pour toujours. Malgré tous les changements, toutes les hontes, parce que vous êtes vous. Je ne demande pas plus. Alors, comment pouvez-vous, oh mon mari, vous, cesser de m'aimer? Je répète que la femme que j'ai aimée, ce n'est pas vous. Mais qui? Une autre femme qui avait votre forme. Elle découvrit alors, dans les paroles d'Angel, ce qu'elle pressentait dans ses inquiétudes passées. Il la considérait comme une sorte d'imposteur, comme une femme coupable ayant pris le masque d'une innocente. Alors son visage terrifié blêmit, ses joues s'affaissèrent, sa bouche se contracta et s'arrondit. L'horrible conscience d'être jugée ainsi lui causa un si mortel accablement qu'elle chancela. Il s'approcha d'elle, croyant qu'elle allait tomber. « Asseyez-vous, asseyez-vous, dit-il doucement. Vous êtes malade, et c'est naturel. » Elle s'assit, ne sachant où elle était, avec la même expression pénible et tendue et des yeux qui le faisaient frissonner. « Je ne vous appartiens plus alors, n'est-ce pas, Angel ?» demanda-t-elle, faiblement. « Il dit que ce n'est pas moi qui l'aimais, mais une autre femme qui me ressemblait. » L'image qu'elle éveillait l'apitoya sur elle comme sur une personne étrangère maltraitée. À mesure qu'elle envisageait sa position, ses yeux se remplissaient de larmes. Elle se détourna et éclata en sanglots, pleurant sur elle-même. Claire fut soulagée de ce changement, car l'effet produit sur Tess commençait à lui causer à peine moins de tourments que la douleur de la révélation même. Il attendit patiemment, apathiquement, que la violence du chagrin s'usât et que le transport des pleurs se fût réduit en un sanglot convulsif. « Angel !» dit-elle soudain de son ton naturel, sans la voix sèche et affolée de la terreur. « Angel, suis-je trop mauvaise pour que vous et moi nous vivions ensemble ? » Je n'ai pu encore penser à ce que nous ferions. Je ne vous demanderai pas de me laisser vivre avec vous, Angel, parce que je n'y ai pas droit. Je n'écrirai pas à maman et à mes sœurs pour dire que nous sommes mariés, comme je le voulais. Et je ne finirai pas la ménagère, que j'avais taillée et que je voulais finir pendant que nous aurions été hors de chez nous. Ah ! Non, je ne ferai rien, à moins que vous ne me l'ordonniez. Et, si vous me quittez, je ne vous suivrai pas. Et si vous ne me parlez jamais plus, je ne demanderai pas pourquoi, à moins que vous ne m'en donniez la permission. Et si je vous ordonne quelque chose ? Je vous obéirai comme votre misérable esclave, même si c'est pour m'étendre là et mourir. Vous êtes vraiment très bonne. Mais je suis frappé du désaccord entre votre présente abnégation et votre prudence passée. Ce furent les premières paroles d'antagonisme. Mais lancer à Tess des sarcasmes étudiés, c'était comme si on les eût lancés à un chien ou à un chat. Leur subtilité n'était pas comprise, et Tess n'y entendait que le son d'une voix hostile où la colère dominait. Elle resta muette, ignorant qu'il était en train d'étouffer son affection pour elle. Elle remarquait à peine une larme qui descendait lentement sur la joue de Claire, une larme si large qu'elle grossissait, comme la lentille d'un microscope, les pores de la peau sur laquelle elle roulait.
Pendant ce temps, la lumière se faisait de nouveau dans l'esprit d'Angel, et il se rendait mieux compte du changement total et terrible que la confession de Tess amenait pour lui dans sa vie et dans son univers. Il essayait désespérément d'avancer au milieu des conditions nouvelles où il se trouvait. Il lui fallait agir. Mais comment ? « Tess, dit-il aussi doucement que possible, je ne puis rester dans cette chambre, pour le moment. Je vais sortir un peu. » Il quitta la pièce sans bruit, et les 2 verres de vin qu'il avait versés pour leur souper restèrent intacts sur la table. Ainsi finit leur agape. 2 ou 3 heures avant, il buvait à la même tasse par un tendre caprice. La porte, en se fermant derrière lui, bien que tirée doucement, réveilla Tess de sa stupeur. Il était parti. Elle ne pouvait rester. Jetant à la hâte un manteau sur ses épaules, elle ouvrit la porte et le suivit, après avoir éteint les bougies, comme si elle ne devait jamais revenir. La pluie avait cessé, et la nuit maintenant était limpide. Elle l'eut bientôt rejoint, car il marchait au hasard et lentement. Sa silhouette d'un gris clair faisait paraître celle de Claire, noire, sinistre, inabordable. Le contact des bijoux, dont à moments elle avait été si fière, était maintenant pour elle comme un sarcasme. Angel se retourna en l'entendant. Mais sa présence ne parut lui faire aucune impression, et il continua à traverser les 5 arches béantes du grand pont qui était devant la maison. Sur la route, la pluie avait rempli d'eau les empreintes des vaches et des chevaux, mais elle n'était pas tombée assez longtemps pour les effacer. Les étoiles reflétées dans ces mares en miniature y glissaient rapidement, tandis que Tess passait. Si elle ne les y avait pas aperçues, elle n'aurait pas su qu'elles brillaient au-dessus de sa tête. Monde gigantesque dont l'image était reçue en ces miroirs infimes. Il lui était facile de ne pas perdre son mari de vue, car la route s'éloignait de la maison en traversant des prairies. Elle le suivit sans aucune tentative pour approcher de lui ou pour attirer son attention, avec une fidélité inerte et silencieuse. Elle finit, pourtant, par le rejoindre et marcher à son côté. Il ne disait toujours rien. L'honnête homme dupé, quand ses yeux se sont ouverts, est souvent très cruel. Et Claire l'était alors avec violence. Le grand air paraissait l'avoir libérée de la tentation de céder à ses impulsions. Tess sentait qu'elle était pour lui, en ce moment, dépouillée de tout rayonnement. Et le temps lui chantait son psaume satirique. « Et voici, ton visage sera mis à nu, et celui qui t'aimait te haïra. Ton visage perdra sa beauté quand tu seras humilié, car la vie tombera comme une feuille et se répandra comme la pluie. Et le voile de ta tête sera le chagrin, et ta couronne sera la douleur. » Il restait absorbé dans ses pensées, et elle n'avait plus maintenant assez de pouvoir pour interrompre ou distraire cette tension d'esprit. Comme sa présence lui était devenue indifférente, elle ne put s'empêcher de lui parler. « Qu'ai-je fait ? Mais qu'ai-je fait ? Je n'ai rien dit qui puisse toucher à mon amour pour vous ou le démentir. Vous ne croyez pas que j'avais combiné cela d'avance, n'est-ce pas ? Angel, ce qui vous met en colère n'est que dans votre imagination. Ce n'est pas en moi, et je ne suis pas la femme fausse que vous pensez. » Soit, vous n'êtes pas fausse, ma femme, mais vous n'êtes plus la même. Non, plus la même. Ne me poussez pas à vous faire des reproches. J'ai juré que je ne vous en adresserai pas, et je ferai tout pour l'éviter. Mais, dans son désespoir, elle intercédait toujours et dit peut-être des choses qu'elle eût mieux fait de taire. « Angel, Angel, j'étais une enfant quand c'est arrivé. Je ne savais rien des hommes. » « On a péché contre vous plus que vous n'avez péché vous-même. Cela, je l'admets.
Alors, ne voulez-vous pas me pardonner ? Je vous pardonne, mais le pardon n'est pas tout. Et m'aimer ? La question resta sans réponse. Oh, Angel, ma mère dit que cela arrive quelquefois. Elle connaît plusieurs cas où c'était pis que pour moi et où cela n'a pas fait grand-chose au mari, ou, du moins, il a pardonné. Et pourtant la femme ne l'aimait pas comme je vous aime. Assez, Tess, assez. Ne discutez pas. Les mœurs changent avec les conditions. Vous me feriez presque répondre que vous êtes une paysanne ignorante, sans la moindre idée des degrés dans les convenances sociales. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je ne suis paysanne que par ma position, non par ma nature. Elle parlait dans un moment de colère qui disparut aussitôt. Tant pis pour vous. Ce pasteur qui a déterré votre généalogie aurait mieux fait de se taire. Je ne puis m'empêcher d'associer votre manque de volonté à la décadence de votre famille. Les familles caduques impliquent des volontés caduques et une conduite caduque. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous donné une raison de vous mépriser encore plus en m'informant de votre naissance ? Voilà que je vous regardais comme une enfant de la nature, et vous étiez le rejeton tardif d'une aristocratie épuisée. À ce compte-là, un tas de familles ne valent pas mieux que la mienne. Les gens à Réty étaient autrefois des grands propriétaires, et ceux du fermier Billet aussi. Et les Deby House, qui sont maintenant charretiers, étaient autrefois les deux Bayeux. Vous en trouvez partout comme moi. C'est un trait de notre comté, et je ne puis rien y faire. Tant pis pour le comté. Elle acceptait tout, mais sans faire grande attention à ce qu'il lui reprochait exactement. Il ne l'aimait pas comme il l'avait aimé jusque-là. Le reste lui était indifférent. Ils errèrent encore en silence. On raconta plus tard qu'un villageois de Wellbridge, sorti cette nuit-là pour chercher le docteur, rencontra dans les pâturages deux amoureux marchant d'un pas très lent, sans parler, l'un derrière l'autre, comme en procession funèbre. Et ce qu'il entrevit de leur visage lui parut sombre et tourmenté. À son retour, il repassa près d'eux, dans le même champ, où il marchait d'un pas tout aussi lent, aussi indifférent à l'heure et à la nuit mélancolique. Préoccupé de ses affaires, il ne prêta pas attention à ce curieux incident dont il devait pourtant se souvenir longtemps après. Dans l'intervalle qui s'était écoulé entre l'aller et le retour du villageois, Tess avait dit à son mari : « Je ne vois pas ce que je puis faire pour n'être pas cause d'une grande misère pour vous toute votre vie. La rivière est là, je puis en finir. Je n'ai pas peur. » « Je ne désire pas ajouter le meurtre à mes autres folies, dit-il. Je laisserai quelque chose pour montrer que je l'ai fait moi-même, à cause de mon déshonneur. Alors, on ne vous blâmera pas. Ne dites pas des absurdités pareilles. Je ne veux pas vous écouter. C'est une sottise d'y songer, pour un cas qui prête au rire satirique plutôt qu'à la tragédie. Vous ne comprenez pas le moins du monde la nature de cette triste mésaventure. Les 9/10 des gens trouveraient que c'est une bonne plaisanterie, s'ils la connaissaient. Je vous en prie, faites-moi le plaisir de rentrer à la maison et de vous mettre au lit. Oui, fit-elle avec soumission. Ils avaient tourné au hasard et la route les menait aux ruines célèbres d'une abbaye cistercienne située derrière le moulin, jadis dépendance du monastère. Le moulin marchait encore, car manger est une nécessité permanente. L'abbaye avait disparu, car toute croyance est passagère. Il est fréquent de voir ce qui est temporaire, l'objet de soins plus durable que ce qui est éternel. Comme ils avaient fait un circuit, ils n'étaient point fort éloignés de chez eux, et Tess, obéissant à Claire, n'eut qu'à atteindre le pont de pierre et à suivre la route pendant quelques mètres. À son retour, elle trouva tout comme elle l'avait laissé. Le feu brillait encore. Elle ne resta pas plus d'1 minute en bas, mais se rendit dans sa chambre où le bagage avait été transporté.
Elle s'assit sur le bord du lit, regardant autour d'elle d'un air morne, puis commença à se déshabiller. Elle rapprocha la lumière du lit et la lueur tomba sur le baldaquin de basin blanc. Quelque chose y était suspendu et elle leva la bougie pour voir ce que c'était. Une branche de gui. Angel l'avait placée là, elle le devina aussitôt. C'était donc l'explication de ce paquet mystérieux, si difficile à faire et à apporter, dont il n'avait pas voulu dire le contenu, ajoutant que le temps lui en montrerait l'utilité. Il avait suspendu le rameau, plein d'entrain et de gaieté, comme ce gui semblait maintenant absurde et inopportun. N'ayant rien de plus à craindre, n'ayant guère rien à espérer, car il ne paraissait nullement probable qu'Angel se laissât fléchir, elle se coucha triste et abattue. Mais si le bonheur interdit bien souvent le repos, le chagrin, quand il cesse d'être spéculatif, l'accueille volontiers, et, quelques minutes après, Tess, l'abandonnée, avait oublié l'existence au milieu du calme aromatique de la chambre qui, peut-être, avait été jadis la chambre nuptiale de ses ancêtres. Cette même nuit, plus tard, Claire revint lui aussi sur ses pas et rentra. Il pénétra sans bruit dans le salon, alluma, et, de l'air d'un homme qui a réfléchi à ce qu'il ferait, il étendit les couvertures sur le vieux canapé de crin et l'arrangea tant bien que mal comme lit. Avant de s'étendre, il monta furtivement sans souliers écouter à la porte de Tess. Un souffle régulier annonçait qu'elle dormait profondément. « Dieu merci », murmura Claire. Et pourtant, il eut conscience d'une angoisse amère et douloureuse, à la pensée qu'après avoir chargé le fardeau de sa vie sur les épaules d'un autre, elle reposait sans souci. Il se disposa à descendre. Puis, irrésolu, se tourna encore vers la porte. En même temps, il aperçut l'une des dames d'Urberville, dont le portrait était juste au-dessus de l'entrée de la chambre. À la lueur de la bougie, le tableau était plus que déplaisant. En ce moment, il lui sembla que, sur les traits de cette femme, se devinait une intention sinistre, un dessein concentré de vengeance contre les hommes. Le corsage était décolleté, précisément comme celui de Tess quand il l'avait arrangé pour faire valoir le collier, et il eut de nouveau la sensation désolante de leur ressemblance. Il n'en fallait pas plus. Claire se détourna et descendit l'escalier. Sa physionomie était calme et froide. Ses lèvres serrées indiquaient la force de son empire sur lui-même. Son visage conservait l'expression d'effrayante aridité qu'il avait prise depuis la révélation. C'était le visage d'un homme qui n'est plus l'esclave de sa passion et qui, pourtant, ne trouve aucun avantage à en être affranchi. Il songeait simplement au déchirant hasard de l'expérience humaine, à l'inattendu des choses. Rien d'aussi pur, d'aussi suave, d'aussi virginal que Tess ne lui avait semblé possible tout le temps qu'il l'avait adorée. Mais, depuis 1 heure, ce petit peu en moins, et que de monde disparu. Il raisonnait à faux en supposant que le cœur de Tess ne se lisait point sur ce visage si frais et si honnête. Mais elle n'avait pas d'avocat pour le désabuser. Est-ce possible, se disait-il encore. Ses yeux dont les regards n'avaient jamais contredit ses paroles, voyait-il pourtant derrière le monde apparent un autre monde discordant et plein de contrastes? Il s'étendit sur sa couche dans le salon, puis éteignit la lumière. La nuit entra et s'y établit, indifférente et flegmatique, la nuit qui avait déjà englouti son bonheur et maintenant le digérait nonchalamment, prête à engloutir le bonheur de milliers d'autres êtres avec autant de calme et d'impassibilité. Chapitre 36. Claire se leva à la lueur de l'aube, blême et furtive comme si elle était associée à un crime. En face de lui était le foyer avec ses charbons éteints, la table du souper toute préparée avec les 2 verres de vin intacts, maintenant éventés et troubles, la chaise de Tess,
la sienne à côté. Les autres meubles, avec leur air éternel d'impuissance et d'intolérable interrogation. Pas un son ne venait de l'étage au-dessus, mais quelques minutes plus tard, on frappait à la porte. Ce devait être la voisine, chargée de les servir pendant leur séjour. La présence d'une tierce personne dans la maison était pour le moment fort gênante. Étant habillé, il ouvrit la fenêtre pour l'avertir qu'il se tirerait seul d'affaire ce matin. Elle tenait à la main un pot de lait qui lui dit de déposer à la porte. La bonne femme, une fois partie, il chercha du bois et alluma rapidement le feu. Le garde-manger contenait quantité d'œufs, de beurre, de pain, etc. Et Claire eut bientôt fait de servir le déjeuner, son séjour à la laiterie l'ayant rendu adroit à ses travaux de ménage. Au dehors, la fumée sortait par la cheminée, sous forme de colonnes à chapiteaux de lotus et, en la voyant, les gens du pays pensaient aux jeunes mariés et enviaient leur bonheur. Angel jeta un dernier coup d'œil, puis s'en alla au bas de l'escalier et cria d'une voix de convention. « Le déjeuner est prêt. » Il ouvrit la porte de la maison et fit quelques pas à l'air du matin. Quand il revint, il trouva Tess dans la salle, en train d'arranger machinalement le déjeuner sur la table. Comme elle était tout habillée et qu'il l'avait avertie 2 ou 3 minutes auparavant, elle devait être prête, ou à peu près, au moment où il l'avait appelée. Ses cheveux étaient enroulés en lourde masse sur la nuque et elle portait une collerette blanche. Ses mains et son visage paraissaient froids et il était probable qu'elle était restée longtemps ainsi dans sa chambre sans feu. La politesse marquée du ton de Claire, en appelant, semblait lui avoir inspiré une nouvelle lueur d'espoir. Mais cette lueur s'évanouit dès qu'elle le regarda. Tous deux n'étaient vraiment plus que la cendre de leur flamme d'autrefois. Au brûlant chagrin de la nuit avait succédé l'accablement. Rien ne semblait pouvoir rallumer quelque ardeur en eux. Il lui parlait avec douceur et elle répliquait avec aussi peu d'expansion. À la fin, elle s'approcha de lui, regardant ce visage aux traits nets et arrêtés, comme si elle-même n'avait pas conscience d'être visible. « Angel !» fit-elle, et elle s'interrompit. Ses doigts le touchèrent, légers comme le souffle de la brise. À peine pouvait-elle croire que son amant d'autrefois était là en chair et en os. Les yeux de Tess brillaient, sa joue pâle n'avait pas encore perdu sa rondeur, bien qu'on y pût voir des traces de larmes à demi séchées. La bouche, habituellement d'un rouge vermeil, était presque aussi pâle que la joue. La vie, palpitante encore en elle, coulait à ce moment à flots si interrompus qu'un rien pouvait suffire à la livrer à la maladie, ternir ses yeux fascinants, amincir ses lèvres charmantes. Elle paraissait absolument pure. La nature, dans ses capricieuses supercheries, avait mis sur la physionomie de Tess une telle empreinte de virginité que Claire la contempla d'un air stupéfié. « Tess, dites que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. »« C'est vrai. Tout. Tout. » Il la regardait, suppliant, comme s'il eût volontiers accepté de ses lèvres un mensonge et qu'il n'en eût fait, par quelque sophisme, une dénégation valable. Pourtant, elle répéta. « C'est vrai. » « Vit-il » demanda-t-il alors. « L'enfant est mort. »« Mais l'homme ?»« Il est vivant. » On lut un dernier désespoir sur le visage de Claire. « Est-il en Angleterre ?» ?»« Oui. » Il fit quelques pas indécis. « Ma situation, la voici, » dit-il brusquement. « Je pensais, qui ne l'aurait pensé, qu'en abandonnant toute ambition de conquérir une femme ayant un rang dans la société, de la fortune, l'usage du monde, je m'assurerais d'une rustique innocence aussi certainement que de joues roses. Mais, cependant j'ai dit que je ne vous en ferais pas de reproches, et je ne vous en ferai pas. » Tess sentait si bien la position de Claire
qu'il n'aurait pas eu besoin de la lui rappeler. C'était le grand malheur. Elle voyait qu'il avait tout perdu. « Angel, je n'aurais pas laissé tout cela aller jusqu'au mariage si je n'avais pas su qu'en somme, vous aviez un dernier moyen d'en sortir. Et pourtant, j'espérais que vous ne voudriez jamais. » Sa voix devenait rauque. « Un dernier moyen ? » « Je veux dire, de vous débarrasser de moi. Vous pouvez vous débarrasser de moi. »« Comment ? » ?»« En divorçant. »« Bon Dieu, comment pouvez-vous être aussi simple ? Comment puis-je divorcer ? » ?»« Ne le pouvez-vous pas, maintenant que je vous ai tout dit ? Je croyais que ma confession vous permettrait de le faire. »« Oh, Tess, vous êtes trop enfant, trop peu formée, trop ignorante, je suppose. Je ne sais pas ce que vous êtes. Vous ne comprenez pas la loi. Vous ne la comprenez pas. »« Comment ? Vous ne pouvez pas divorcer ? » ?»« Vraiment non, je ne peux pas. » Une vive honte se joignit à la douleur sur le visage de Tess. « Je pensais, murmura-t-elle. Oh, maintenant, je vois combien je dois vous sembler mauvaise. Croyez-moi, sur mon âme, j'ai toujours pensé que vous pourriez le faire. J'espérais que vous ne le voudriez pas, pourtant je croyais, sans en douter un seul instant, que vous pourriez me rejeter de vous si vous y étiez résolu et si vous ne m'aimiez pas. Pas du tout. Vous vous trompiez, dit-il. Oh, alors j'aurais dû le faire cette nuit. Mais je n'ai pas eu le courage. C'est bien moi. Le courage de quoi ? Comme elle ne répondait pas, il la prit par la main. Qu'aviez-vous envie de faire ? Demanda-t-il. D'en finir avec ma vie. Quand ? Ce ton de juge la torturait. La nuit dernière, répondit-elle. Où ? Sous votre gui. Oh Dieu ! Comment ? Demanda-t-il durement. Je vous le dirai si vous ne vous fâchez pas contre moi, fit-elle avec un petit mouvement de recul. C'était avec la corde de ma malle, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'ai eu peur d'un scandale pour vous. La nature inattendue de cette confession, qui n'était pas volontaire et qui lui avait été arrachée, bouleversa Claire à un point inexprimable. Mais il continuait à tenir Tess, et, détournant les regards du visage de sa femme pour les baisser vers la terre, il dit d'un ton frémissant. « Maintenant, écoutez-moi. Je vous défends de penser à une chose aussi horrible. Comment est-ce possible ? Vous me promettez, comme à votre mari, de ne plus le tenter ? Je suis prête à promettre. J'ai vu combien c'était mal. Mal ? Cette idée était indigne de vous, au-delà de toute expression. Mais, Angel, dit-elle pour s'excuser, le regardant de ses yeux agrandis et pleins d'un calme détachement, je n'y avais pensé que pour vous délivrer, sans le scandale du divorce que, du moins je le croyais, vous auriez à obtenir. Je n'y aurais jamais songé pour moi. Cependant, le faire de mes propres mains, c'est trop bon pour moi, après tout. C'est vous, mon mari dont j'ai perdu la vie, qui devriez me frapper. Je crois que je vous aimerais davantage s'il est possible, si vous pouviez vous décider à le faire, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen pour vous sortir de là. Je me sens tellement méprisable. Un obstacle sur votre chemin. Chut ! Eh bien, puisque vous dites non, je ne continuerai pas. Je n'ai aucun désir contraire au vôtre. Il savait bien que c'était vrai. Depuis le désespoir de la nuit, sa faculté d'action était anéantie et aucune violence inconsidérée n'était plus à craindre. De nouveau, Tess essaya de s'occuper de la table avec plus ou moins de succès, et ils s'assirent tous les deux du même côté pour que leurs regards ne pussent se rencontrer. Ils éprouvèrent d'abord un certain embarras, à s'entendre boire et manger,
Mais ils ne pouvaient l'éviter. D'ailleurs, ils prirent l'un et l'autre fort peu de nourriture. Le déjeuner fini, Claire se leva et, indiquant l'heure à laquelle il reviendrait sans doute dîner, s'en alla au moulin pour suivre machinalement son plan d'étude, sa seule raison pratique pour être venu ici. Quand il fut parti, Tess se mit à la fenêtre et le regarda passer sur le grand pont de pierre qui conduisait aux dépendances du moulin, descendre, traverser la voie ferrée, puis disparaître. Alors, sans un soupir, elle tourna son attention vers la chambre et commença à desservir la table et à la ranger. La femme de ménage arriva bientôt. Sa présence, qui était d'abord pour Tess une gêne, fut ensuite un soulagement. À 12h30, elle laissa la servante seule dans la cuisine et, retournant au salon, attendit la réapparition de la silhouette d'Angel derrière le pont. Vers 1h, il se montra. Le visage de Tess se colora, bien qu'il fût encore loin. Elle courut à la cuisine pour faire servir le repas. Il alla d'abord dans la chambre où ils s'étaient lavé les mains ensemble la veille et, au moment où il entra dans la salle, comme par un ressort, les couvercles des plats furent enlevés. « Quelle ponctualité !» dit-il. « Oui, je vous ai vu traverser le pont, » fit-elle. Le dîner se passa en causerie banale, sur ce qu'il avait fait dans la matinée au moulin de l'abbaye, sur les méthodes de blutage de l'antique mécanisme qui ne lui apprendraient rien des perfectionnements modernes, puisque quelques-unes de ces méthodes semblaient usitées depuis le temps où le moulin fonctionnait pour les moines du couvent voisin, maintenant ruiné. Il quitta de nouveau la maison au bout d'1 heure, revint à la Brune et passa la soirée sur ses papiers. Elle craignit de le gêner et, quand la vieille femme fut partie, elle se retira dans la cuisine où elle s'occupa comme elle put pendant plus d'1 heure. Claire parut à la porte. « Il ne faut pas travailler ainsi, » dit-il. « Vous n'êtes pas ma servante, vous êtes ma femme. » Elle leva les yeux et sa figure s'éclaira un peu. « Ai-je le droit de penser que je suis votre femme, en vérité ?» murmura-t-elle d'un ton tristement railleur. « Vous voulez dire de non ? Eh bien, je ne demande pas davantage. » « Vous en avez le droit, Tess. Vous l'êtes. Que voulez-vous dire ? » « Je ne sais pas, » fit-elle précipitamment, la voix pleine de larmes. « Je pensais que... parce que je ne suis pas honorable, je veux dire. Je vous ai dit que je ne pensais pas être assez honorable il y a longtemps, et c'est pour cela que je ne voulais pas vous épouser, mais vous avez insisté. » Elle éclata en sanglots et se détourna. Tout autre qu'Angel eût été reconquis. Bien qu'il fût en général doux et affectueux, au plus profond de son être se cachait une dure logique, pareille à un filon de métal dans une terre grasse et molle, qui arrête et détourne tout ce qui veut la traverser. Après avoir été l'obstacle à sa vocation religieuse, ce fut l'obstacle à son amour pour Tess. D'ailleurs, quand il cessait de croire à une femme, il cessait de l'aimer. Il différait en ceci de beaucoup de natures impressionnables, dont les sens restent infatués de ce que leur intelligence méprise. Il attendit qu'elle eût fini de sangloter. « Je voudrais que la moitié des femmes d'Angleterre fût aussi honorable que vous, » dit-il, débordant d'amertume contre le sexe féminin en général. « Ce n'est pas une question d'honorabilité, mais de principe. » Il lui dit encore d'autres choses de ce genre, toujours dominé par ce courant d'antipathie qui fausse les âmes droites avec une telle persistance quand les apparences se sont jouées d'elles une fois. Sans doute, il lui restait au fond un courant de sympathie, grâce auquel une femme du monde aurait pu le conquérir. Mais Tess n'y pensait pas. Elle acceptait tout comme devant le mériter et elle ouvrait à peine la bouche. Sa foi absolue en lui faisait presque pitié. Malgré la vivacité de son caractère, rien de ce qu'il pouvait lui dire n'éveillait de réponse déplacée. Elle ne se cherchait pas elle-même, ne s'irritait point, ne pensait point de mal de la façon dont il la traitait. Ça aurait pu être la charité apostolique revenue en ce monde égoïste.
Le soir, la nuit et le lendemain matin se passèrent de même. Et une occasion, une seule, Tess, la libre et indépendante de jadis, se risqua à faire des avances. Ce fut quand, pour la 3e fois, après le repas, il repartit encore au moulin. En quittant la table, il lui dit bonsoir. Elle lui répondit de même, et inclina sa bouche vers la sienne. Sans profiter de cette invitation, il se détourna à la hâte et dit « Je reviendrai ponctuellement ». Tess tressaillit comme s'il l'avait frappée. Combien de fois avait-il essayé d'atteindre ses lèvres malgré elle? Combien de fois avait-il dit gaiement que sa bouche et son haleine avaient le goût du beurre, des œufs, du lait ou du miel dont elle se nourrissait, qu'il en tirait sa vie et 1000 autres folies du même genre? Mais il ne s'en souciait guère maintenant. Il remarqua le mouvement de souffrance de Tess et lui dit avec douceur « Vous savez qu'il me faut réfléchir au parti que je dois prendre. Il était absolument nécessaire de rester un peu de temps ensemble pour vous éviter le scandale que notre séparation immédiate aurait causé. Mais vous devez comprendre que je le fais seulement pour sauver les apparences. » « Oui, » dit Tess d'un air absent. Il sortit et, en chemin, regretta de ne lui avoir pas répondu avec plus de bonté et de ne l'avoir pas embrassée, au moins une fois. C'est ainsi qu'ils vécurent pendant ces 2 jours désespérés, dans la même maison, il est vrai, mais plus séparés qu'avant d'être amoureux. Les efforts de Claire pour trouver un plan de conduite paralysaient son activité. Tess s'en apercevait, elle était terrifiée de tant de résolution sous tant de flexibilité apparente. Il était vraiment trop cruel de rester ainsi constant avec lui-même. Elle n'espérait plus de pardon. À maintes reprises, elle eut la pensée de partir au loin pendant les absences de Claire au moulin. Mais elle craignit que cet acte, au lieu de lui servir, ne fût plus nuisible, plus humiliant encore pour lui, peut-être, si le monde l'apprenait. Pendant ce temps, Claire méditait. Il ne cessait point de penser, il en devenait malade. Il se rongeait, il dépérissait à force de penser. Son affliction le dépouillait de tout ce qu'il avait autrefois de souple, de vibrant, de sociable. Il se promenait, se répétant « Que faut-il faire? Que faut-il faire ?» Et, par hasard, elle l'entendit. Alors, elle se décida à rompre la réserve qu'ils avaient gardée jusqu'ici au sujet de leur avenir. « Je suppose que vous n'allez pas vivre avec moi longtemps, n'est-ce pas, Angel ?» demanda-t-elle, tandis que les coins tombants de sa bouche trahissaient la façon toute machinale dont elle conservait cette expression de calme voulu. « Je ne le peux pas, » dit-il, « sans me mépriser et, ce qui est peut-être pis, sans vous mépriser. Je veux dire, naturellement, que je ne peux pas vivre avec vous de la façon qu'on l'entend d'ordinaire. À présent, quels que soient mes sentiments, je ne vous méprise pas. Et laissez-moi vous parler ouvertement, où vous ne verriez peut-être pas toutes les difficultés. Comment pouvons-nous vivre ensemble pendant que cet homme est vivant? Lui, qui selon la nature est votre mari et non pas moi. S'il était mort, ce pourrait être différent. En outre, toute la difficulté n'est pas là. Elle est aussi dans une considération qui porte sur l'avenir d'autres que nous. Songez aux années futures et aux enfants qui nous naîtraient, si cette affaire d'autrefois venait à être connue. Et elle le sera. C'est impossible autrement. Il n'est pas sur terre de région si reculée que l'on en sorte ou que l'on y vienne. Eh bien, pensez à ces malheureux, de notre chair et de notre sang, grandissant sous cette insulte dont ils sentiront graduellement toute la force avec les années. Quel éveil pour eux! Quelle perspective! Pouvez-vous honnêtement me dire, restez, après avoir réfléchi à cette éventualité? Ne pensez-vous pas que nous ferons mieux de supporter les maux que nous avons au lieu d'aller en chercher d'autres? Les paupières de Tess, appesanties par le chagrin,
restait toujours baissée. « Je ne puis pas dire. Restez, répondit-elle. Je ne le peux pas. Je n'en avais pas pensé si long. » L'espérance féminine de Tess, le confesserons-nous, avait été si obstinée que, malgré elle, elle s'était vue s'introduisant patiemment dans la vie de son mari par une intimité assez longue pour vaincre sa froideur, en dépit même de sa raison. Bien qu'elle fût ingénue, elle n'eût pas été vraiment femme si elle n'avait pas deviné de quel puissant secours était pour elle la vie commune côte à côte avec lui. Elle le savait. Ceci lui manquant, rien ne pourrait lui servir. Elle avait beau se dire qu'il était mal de mettre son espoir en ce qui ressemblait à de l'artifice, elle ne pouvait étouffer cette espérance. Mais Claire lui ayant fait la dernière remarque, à laquelle vraiment elle n'avait jamais pensé, son cœur honnête et profondément droit fut implacablement convaincu à l'évocation de cette postérité possible, prête à la mépriser. La simple expérience lui avait appris qu'une chose vaut encore mieux que de mener une vie droite, c'est de ne point vivre. Comme tous ceux qui ont reçu l'avertissement de la souffrance, elle pouvait entendre, selon les mots de Sully Prudhomme, une sentence de condamnation dans le fiat. « Tu naîtras », surtout quand il s'adressait à ses enfants à venir. Telle est pourtant la rusée malice de Dame Nature. Tess avait été jusqu'ici aveuglée par son amour, au point d'oublier qu'il pouvait avoir pour résultat d'infliger à d'autres l'existence qu'elle-même avait déplorée comme un malheur. À cet argument nouveau, elle était incapable de résister. Mais, avec la tendance qu'ont les esprits d'une impressionnabilité morbide à se contredire eux-mêmes, Claire entendit s'élever en lui une réponse dont il eut presque peur. Réponse fondée sur la nature exceptionnelle de Tess et dont elle aurait pu se servir. D'ailleurs, n'aurait-elle pu ajouter « Sur un plateau australien ou dans une plaine du Texas, qui connaîtra mes infortunes ou qui s'en souciera pour nous jeter la pierre ?» Cependant, semblable à la majorité des femmes, elle accepta comme inévitable une éventualité problématique, et peut-être eut-elle raison. Le cœur de la femme a l'intuition, non seulement de l'amertume de sa propre souffrance, mais de celle de son mari. S'il était peu probable que des étrangers dussent lui adresser, à lui ou aux siens, des reproches, ces reproches pouvaient prendre naissance dans son cerveau trop scrupuleux. C'était le 3e jour de leur rupture. Certains pourraient risquer le paradoxe qu'avec une animalité plus forte, cet homme aurait été plus noble. Nous ne le disons pas. Pourtant l'amour de Claire était trop éthéré, impossible à force d'être idéal. Sur ces natures, la présence corporelle a parfois moins d'influence que l'absence, celle-ci créant un être imaginaire qui laisse commodément de côté les défauts de l'être réel. Tess s'en apercevait. Sa personne ne plaidait pas sa cause aussi victorieusement qu'elle l'avait espéré. Il avait dit vrai. Elle était une autre femme que celle qui avait excité son désir. « J'ai songé à vos paroles, » lui dit-elle en frottant son index sur la nappe, tandis qu'elle s'appuyait le front sur son autre main ornée de la bague qui les raillait tous deux. « Oui, c'est très vrai. Il le faut. Il faut que vous me quittiez. » « Mais que ferez-vous ?»« Je puis retourner chez moi. » Claire n'y avait pas songé. « En êtes-vous sûre ?» lui demanda-t-il. « Absolument sûre. Nous devons nous séparer, et autant le faire tout de suite. Vous m'avez dit un jour que j'étais capable de gagner les gens malgré eux, et, si je suis constamment sous vos yeux, je puis être cause que vous changiez vos plans en dépit de votre raison et de vos désirs. Et plus tard, votre repentir et mes remords seront terribles. »« Et vous aimeriez retourner chez vous ?» demanda-t-il. « Je veux vous quitter et revenir à la maison. »« Alors, qu'il en soit ainsi. » Bien qu'elle ne levât pas les yeux sur lui, elle tressaillit. Il y avait entre la proposition et la décision une différence qu'elle n'avait sentie que trop vite. « Je craignais que nous n'en arrivions là, » murmura-t-elle, s'efforçant de rester humblement soumise. « Je ne me plains pas, Angel.
Je pense que cela vaut mieux. Ce que vous m'avez dit m'a tout à fait convaincue. Oui, au cas même où personne autre ne me ferait de reproches, si nous restions ensemble dans bien des années, un jour, vous vous fâcheriez peut-être contre moi pour une chose ordinaire, et, sachant ce que vous savez de mon passé, vous seriez peut-être tenté de me dire de mauvaises paroles, et elles pourraient être entendues par mes propres enfants. Oh, alors, ce qui maintenant me fait du mal, me torturerait et me tuerait. Je partirai. Demain. Et moi non plus. Je ne resterai pas ici. Il m'était pénible d'en prendre l'initiative, mais je trouve désirable que nous nous séparions, au moins pour quelque temps, jusqu'à ce que je voie mieux la tournure que prendront les choses et que je vous écrive. Tess lança un coup d'œil furtif à son mari. Il était pâle, frémissant même. Mais elle fut de nouveau épouvantée par la résolution qui se révélait au fond de ce doux être qu'elle avait épousé. La volonté de soumettre l'émotion plus grossière à la plus élevée, la substance à l'idée, la chair à l'esprit. Inclination, tendance, habitude étaient comme des feuilles mortes devant le souffle tyrannique de son idéalisme dominateur. Il avait peut-être remarqué son regard, car il lui dit « Je pense avec plus de tendresse aux gens quand je suis loin d'eux. » Et il ajouta avec cynisme « Dieu le sait, peut-être finirons-nous par nous arranger ensemble de lassitude. Des milliers d'autres l'ont fait. » Ce jour-là, il prépara sa malle et elle monta préparer la sienne de son côté. Tous deux savaient qu'ils allaient se séparer, peut-être pour toujours, le lendemain matin. Mais ils s'efforçaient de se faire illusion, parce qu'ils étaient de ceux à qui toute séparation définitive en apparence est une torture. Ils savaient, et elle savait aussi que si, dans les premiers jours de leur éloignement, la fascination qu'ils avaient exercée l'un sur l'autre serait sans doute plus puissante que jamais, le temps en atténuerait l'effet. Les raisons pratiques qui l'empêcheraient de l'accepter pour compagne s'accentueraient à la lueur boréale d'une époque plus éloignée. Puis, quand deux êtres se sont séparés, qu'ils ont abandonné leur domicile commun et leur commun entourage, de nouvelles pousses croissent insensiblement pour remplir les vides. Des accidents imprévus se mettent au travers des intentions et les anciens projets sont oubliés. Chapitre 37. Minuit vint et passa silencieux, car rien ne l'annonçait dans la vallée du Var. Peu après 1 heure, un léger craquement retentit dans la ferme obscure. Tess, qui occupait l'appartement du haut, l'entendit et s'éveilla. Le craquement venait de la marche de coin de l'escalier, clouée comme toujours peu solidement. La porte de sa chambre s'ouvrit et son mari traversa le flot de clair de lune avec une curieuse précaution. Il n'avait que son pantalon et sa chemise. Et le premier transport de joie de Tess disparut quand elle vit ses yeux fixés dans le vide avec un regard étrange. Quand il fut au milieu de la chambre, il resta immobile, murmurant avec des accents d'une tristesse indescriptible. « Morte, morte, morte !» Sous l'influence d'un trouble violent, Claire marchait parfois dans son sommeil et pouvait même accomplir d'étranges exploits, comme la nuit de leur retour de la ville avant leur mariage, où il répéta dans sa chambre sa lutte avec l'homme qui l'avait insulté. Tess comprit que la détresse morale continue avait amené cet état de somnambulisme. La loyale confiance qu'elle avait en lui était si profondément enracinée dans son cœur qu'il ne lui inspirait, éveillé ou endormi, aucune crainte personnelle. S'il était entré un pistolet à la main, c'est à peine s'il aurait troublé la foi qu'elle avait en sa protection. Claire vint tout près et se pencha sur elle. « Morte, morte, morte !» murmura-t-il. Après l'avoir considérée fixement quelques secondes, avec le même regard de douleur infinie, il s'inclina encore, l'entoura de ses bras et l'enroula dans le drap comme dans un suaire. Puis, l'enlevant du lit avec autant de respect qu'une morte,
Il la porta à travers la chambre en murmurant : « Ma pauvre, pauvre Tess, ma Tess chérie, ma bien-aimée, si douce, si bonne, si fidèle. » Ces paroles de tendresse, contenues avec tant de sévérité quand il était éveillé, étaient d'une douceur indicible pour le cœur désolé et affamé de Tess. Même pour sauver sa triste vie, elle n'aurait pas voulu, en s'agitant ou se débattant, changer la position où elle se trouvait. Elle restait dans une immobilité absolue, osant à peine respirer et se demandant ce qu'il allait faire d'elle. Elle se laissa porter sur le palier. « Ma femme ! Morte ! Morte !» dit-il. Il s'interrompit un instant dans ses pénibles efforts pour s'appuyer avec elle contre la balustrade. Allait-il la jeter en bas ? Le désir de la conservation était presque éteint chez elle et, sachant qu'il avait résolu de partir le matin peut-être pour toujours, elle reposait entre ses bras dans cette position dangereuse avec plus de volupté que de terreur. Si seulement ils pouvaient tomber et se briser tous deux. Quel bonheur ! Il n'en fut rien pourtant. Claire profita du soutien de la rampe pour déposer un baiser sur ses lèvres. Lèvres dédaignées le jour. Puis, l'étreignant avec une vigueur nouvelle, il descendit l'escalier. Le craquement de la marche disjointe ne le réveilla pas, et ils arrivèrent sans encombre au rez-de-chaussée. Dégageant un instant une de ses mains, il fit glisser la barre de la porte et sortit en frappant légèrement le seuil de son pied seulement chaussé d'un bas. Mais il ne parut pas y faire attention et, ayant plus de place au grand air, il la mit sur son épaule de façon à pouvoir porter aisément son fardeau. Il s'achemina ainsi dans la direction de la rivière. Elle n'avait pas encore deviné son intention, s'il en avait une, et se mit à faire des conjectures comme si elle était étrangère à l'événement. Elle s'était abandonnée à lui tout entière, et elle était heureuse de penser qu'il la traitait comme son absolue possession, dont il pouvait disposer selon son bon plaisir. Avec la terreur menaçante de la séparation du lendemain, ce lui était une consolation de se dire qu'il voyait vraiment en elle sa femme et ne la rejetait pas, même en abusa-t-il pour lui faire du mal. Ah, maintenant elle savait ce qu'il rêvait. Le dimanche matin où il l'avait portée dans l'eau avec les autres filles de ferme qui l'avaient aimée presque autant qu'elle. Si c'était possible, mais à peine pouvait-elle l'admettre. Claire ne traversa pas le pont avec elle, et faisant encore quelques pas dans la direction du moulin, il s'arrêta enfin sur le bord de la rivière. Les eaux qui descendaient lentement à travers les prés se divisaient, serpentaient en courbes inutiles, s'enroulaient autour de petites îles sans nom, puis revenaient plus loin se reformer en un large et unique torrent. En face de l'endroit où il venait de la porter, se trouvait un de ces confluents et la rivière était grosse et profonde. Une étroite passerelle, dont les pluies d'automne avaient emporté la rampe et n'avaient laissé qu'une seule planche, était jetée à quelques pouces au-dessus du courant rapide, sentier vertigineux même pour des têtes solides. Le jour, Tess avait remarqué de sa fenêtre des jeunes gens qui la traversaient comme pour accomplir un haut fait d'équilibre. Son mari les avait également observés. Montant sur la planche et glissant le pied, il s'avança. Allait-il la noyer ? C'était probable. L'endroit était solitaire, la rivière assez profonde et assez large pour que ce fût chose facile. Pourquoi pas, s'il le voulait ? Tout valait mieux que de se quitter le lendemain et de vivre séparés. Au-dessous d'eux, le torrent impétueux courait et tournoyait, ballottant, déformant, brisant en mille éclats l'image de la lune. Des mouchetures d'écume passaient et s'éloignaient, des herbes flottaient derrière les pieux qui les avaient retenus. Si tous deux alors tombaient dans le courant, leurs bras seraient si étroitement enlacés qu'on ne pourrait les sauver. Ils sortiraient de ce monde presque sans souffrance, et personne ne ferait plus de reproches à Tess, ni à Claire pour l'avoir épousée. La dernière demi-heure passée avec elle aurait été pleine de tendresse, tandis que, s'il vivait jusqu'à son réveil, son aversion renaîtrait avec le jour, et cette heure ne serait plus qu'un rêve fugitif.
Un désir soudain la prit, mais elle n'osa y céder, de faire un mouvement qui les précipiterait tous deux dans le gouffre. On a vu combien peu elle estimait sa vie, mais celle de Claire, elle n'avait pas le droit d'y toucher. Il atteignit avec elle l'autre côté, sain et sauf. Ils débouchèrent dans une plantation qui entourait le site de l'abbaye et, après l'avoir saisie de nouveau et avoir fait quelques pas, il arriva près du chœur en ruine de l'église. Contre le mur du nord était placé le sarcophage vide d'un abbé, où les touristes d'humeur macabre avaient coutume de s'étendre. C'est là qu'Angel déposa Tess avec précaution. Lui ayant baisé les lèvres une seconde fois, il fit un profond soupir, comme s'il avait atteint un but ardemment désiré. Il s'étendit alors à terre, tout à côté, et tomba à l'instant, inerte et épuisé, dans un sommeil de mort. Son accès de surexcitation mentale était maintenant terminé. Tess s'assit dans le cercueil. La nuit, bien que sèche et douce pour la saison, était encore trop froide pour qu'il n'y eût pas danger à ce qu'Angel demeurât longtemps à demi vêtu comme il l'était. Livré à lui-même, il resterait sans doute ainsi jusqu'au matin et attraperait la mort. Elle avait entendu parler de pareils accidents arrivés à des somnambules. Mais comment oserait-elle l'éveiller et lui apprendre ce qu'il avait fait pour qu'il ait la mortification de découvrir sa folie? Elle sortit cependant de sa prison de pierre et le secoua légèrement, sans pouvoir le réveiller. Il fallait agir, car elle commençait à frissonner sous le mince drap qui la couvrait. Son exaltation lui avait été une protection suffisante pendant ces quelques minutes, mais le bienheureux moment était passé. Soudain, il lui vint à l'esprit d'employer la persuasion. Elle murmura à l'oreille de Claire, avec le plus de fermeté et de décision possible. « Remettons-nous en marche, chérie. » Et, pour le déterminer, elle le prit par le bras. À son grand soulagement, il consentit sans résistance. Ces paroles l'avaient probablement rejeté dans son rêve qui, dès lors, parut entrer dans une nouvelle phase où il crut voir l'esprit de Tess le conduisant au ciel. Elle le mena ainsi, en le tenant toujours par la main, jusqu'au pont de pierre en face de leur demeure. Ils le traversèrent et se trouvèrent à la porte du manoir. Tess avait les pieds nus et les pierres la blessaient et la glaçaient jusqu'à la moelle. Mais Claire, avec ses bas de laine, ne paraissait éprouver aucun malaise. Elle ne rencontra plus d'autres difficultés. Le décidant à s'étendre sur le canapé qui lui servait de lit, elle le couvrit chaudement, puis alluma une flambée de bois pour le sécher. Elle pensait que le bruit de ses attentions le réveillerait peut-être. Elle le désirait secrètement, mais tel était l'épuisement de corps et d'esprit où se trouvait Claire qu'il n'en fut pas troublé. Le lendemain matin, aussitôt qu'ils se rencontrèrent, Tess devina qu'Angel ne savait rien du rôle qu'elle avait joué dans leur promenade nocturne, en supposant même qu'il se rendît compte de n'être pas resté tranquille. À vrai dire, il s'était ce matin réveillé d'un sommeil d'anéantissement et, dans ces premiers instants où le cerveau, pareil à un Samson qui se secoue, essaie ses forces, il avait eu quelques vagues souvenirs d'actions insolites accomplies pendant la nuit. Mais la réalité présente avait bientôt transporté ses conjectures sur un autre objet. Il attendait anxieusement de discerner dans son esprit quelques signes qui le guidât. Il savait que toute décision prise par lui au soir, si elle ne s'évanouissait pas à la lueur de l'aube, était fondée à peu près sûrement sur la pure raison et que, par conséquent, il pouvait s'y fier, même si elle était née d'abord d'un sentiment impulsif. C'est ainsi qu'il contempla à la pâle lumière du matin sa résolution de se séparer de Tess, non plus sous forme de bouillante et instinctive indignation, mais dépouillé de toute cette violence passionnée dont le feu l'avait consumé. Il n'en restait plus que le squelette, mais il était toujours là. Claire n'hésita plus. À déjeuner, et pendant qu'ils emballaient leurs derniers objets, il montra d'une façon si évidente la fatigue que lui avait causé l'effort de la nuit que Tess fut sur le point de lui révéler tout. Mais elle pensa qu'il serait irrité, affligé, accablé, en apprenant comment il avait manifesté inconsciemment pour elle un amour que son bon sens désapprouvait, comment son inclination avait compromis sa dignité alors que sa raison était assoupie. C'était un peu
lui semblait-il, comme ce rire d'un homme dégrisé pour les actes absurdes commis par lui dans l'ivresse. Et elle se tut. L'idée lui vint aussi que Claire avait peut-être un faible souvenir de sa tendre boutade et n'était pas disposée à en parler, convaincue qu'elle profiterait de l'occasion et le supplierait encore de ne point partir. Angel avait écrit à la ville la plus proche pour commander une voiture qui arriva peu après le déjeuner. Elle y vit le commencement de la fin provisoire du moins, car l'incident de la nuit, en lui révélant la tendresse de Claire, avait fait naître chez elle le rêve d'un avenir possible avec lui. Le bagage fut placé sur la voiture et ils se mirent en route, tandis que le meunier et la vieille servante exprimaient quelque surprise de ce départ précipité. Claire expliqua qu'il n'avait pas trouvé au moulin les méthodes modernes indispensables à étudier. Et l'excuse était véridique. D'ailleurs, rien ne pouvait faire croire qu'ils ne s'en allaient pas ensemble, voir des amis. Leur route passait près de la laiterie d'où ils étaient partis avec tant de joie quelques jours auparavant, et Claire, ayant ses affaires à régler avec M. Crick, Tess ne pouvait guère se dispenser de rendre visite à Madame Crick, sous peine d'exciter le soupçon de leur infortune. Pour que la visite fût aussi discrète que possible, ils laissèrent la voiture à la petite porte qui menait de la grand'route à la laiterie et descendirent le chemin côte à côte. L'oseraie avait été coupé et ils pouvaient voir, par-dessus les souches, l'endroit où Claire avait suivi Tess quand il la pressait d'être sa femme. À gauche, l'enclos où elle avait été fascinée par les sons de sa harpe, et plus loin, derrière les stalles des vaches, le pré qui avait été le théâtre de leur première étreinte. L'or du paysage d'été était devenu grisaille, les couleurs ternes et pauvres, le riche terrain n'était que boue et la rivière semblait glacée. Par-dessus la barrière de l'enclos, le fermier les aperçut et s'avança, en prenant l'air de jovialité particulière que l'on croit bon d'arborer à Talbot Hayes et aux environs, à la réapparition de jeunes mariés. Puis Madame Crick sortit de la maison et d'autres anciennes connaissances. Mais Marianne et Retty ne semblaient pas être là. Tess supporta vaillamment les attaques espiègles et les plaisanteries amicales qui la touchaient bien autrement qu'on ne le supposait. Le mari et la femme, d'après leurs conventions tacites, se conduisirent selon la coutume. Puis, bien qu'elle eût préféré de beaucoup ne pas en entendre parler, Tess dut écouter en détail l'histoire de Marianne et de Retty. Celle-ci était retournée chez son père, et Marianne était partie chercher du travail ailleurs. On craignait qu'elle ne tournât mal. Pour dissiper la mélancolie de ce récit, Tess alla dire adieu à ses vaches favorites, en les flattant l'une après l'autre. Puis elle et Claire se tinrent côte à côte, prenant congé, comme s'ils étaient unis de corps et d'âme. Pour qui avait su la réalité, le spectacle était navrant. Deux êtres n'ayant qu'une même vie, leurs bras se touchant, sa jupe le frôlant, tous deux tournés vers les gens de la ferme et disant « nous » dans leurs adieux, et pourtant aussi loin l'un de l'autre que les deux pôles. Peut-être pouvait-on saisir dans leur attitude quelque chose de plus guindé, de plus embarrassé qu'à l'ordinaire, une certaine gaucherie dans leur apparence d'unité qui ne ressemblait pas à la timidité naturelle au jeune couple. Car, lorsqu'ils se furent éloignés, Madame Crick dit à son mari « Comme les yeux de Tess brillaient drôlement, et tous deux ils se tenaient comme des figures de cire et parlaient comme s'ils rêvaient. Tu n'en as pas été frappé? Tess a toujours eu quelque chose de pas ordinaire, mais maintenant, on ne dirait pas qu'elle est la jeune mariée glorieuse d'un homme bien posé. » Les jeunes gens montèrent en voiture et continuèrent leur chemin jusqu'au village de Nuzzlebury. Là, Claire congédia le cocher et le véhicule, et, après s'être reposés, ils entrèrent dans le Val où ils se firent conduire dans la direction de Marlotte par un homme qui ne les connaissait pas. Arrivés à mi-chemin, à un carrefour de route, Claire fit arrêter et dit à Tess que, si elle voulait retourner chez sa mère, il la quitterait ici. Comme il ne pouvait parler librement en présence du conducteur, il la pria de faire quelques pas sur la route. Elle y consentit et, ordonnant à l'homme d'attendre, ils s'éloignèrent lentement. « Entendons-nous bien, dit-il avec douceur. Nous ne sommes point fâchés, bien qu'il y ait entre nous quelque chose que je ne puis endurer en ce moment. J'essaierai de m'y faire,
Je vous informerai du lieu où j'irai, aussitôt que je le saurai moi-même. Et si je puis me décider à le supporter, si c'est désirable, possible, j'irai vous retrouver. Mais jusque-là, il vaudra mieux que vous n'essayiez pas de venir me trouver. » La sévérité de ce décret parut mortelle à Tess. Elle voyait l'opinion qu'il avait d'elle. Il la considérait comme une femme qu'il avait grossièrement trompée. Pourtant, même une femme coupable méritait-elle un châtiment pareil ? Il lui était impossible de discuter encore ce sujet. Elle répéta simplement après lui. « Jusqu'à ce que vous veniez me retrouver, je ne dois pas essayer d'aller vous retrouver. C'est cela. Puis-je vous écrire ? Oh oui, si vous êtes malade ou si vous avez besoin de quelque chose. J'espère que ce ne sera pas le cas, de sorte que je serai probablement le premier à vous écrire. Je consens à vos conditions, Angel, parce que vous savez mieux ce que doit être ma punition. Seulement, ne la rendez pas impossible à supporter. » Ce fut tout ce qu'elle dit. Si elle avait été habile, si elle avait fait une scène, s'était trouvée mal, avait eu une crise de larmes hystériques dans ce chemin solitaire, malgré la fureur de délicatesse scrupuleuse dont il était possédé, il ne lui aurait probablement pas résisté. Mais l'humble patience de Tess facilita les intentions de Claire, dont elle fut le meilleur avocat. Par sa résignation, qui venait peut-être de cette soumission insouciante au destin, trop visible chez toute la famille d'Orberville, elle ne toucha pas aux cordes qu'elle aurait pu faire vibrer avec succès par des prières. Le reste de leur causerie ne roula plus que sur des choses pratiques. Il lui tendit un paquet contenant une assez forte somme d'argent qu'il s'était fait donner à cette intention par ses banquiers. Quant aux brillants, dont l'intérêt seulement appartenait à Tess, sa vie durant, s'il avait bien compris les termes du testament, il lui conseilla de les lui laisser envoyer pour plus de sûreté à une banque, et elle y consentit volontiers. Une fois tout décidé, il revint avec Tess jusqu'à la voiture et l'y fit monter. Il paya le cocher et lui dit où il fallait la conduire. Prenant alors sa valise et son parapluie, les seuls objets qu'il eût apportés avec lui, il lui dit adieu, et ils se séparèrent. Le véhicule gravissait lentement la colline, et Claire le suivit des yeux, avec une soudaine espérance que Tess regarderait un instant par la portière. Mais elle n'eut pas un moment la pensée de le faire, ne l'aurait pas osé, à demi pâmée qu'elle était dans le fond de la voiture. Il la vit s'éloigner ainsi et, dans l'angoisse de son cœur, répéta le vers d'un poète en le déformant pour la circonstance. « Dieu n'est pas dans le ciel, tout est mal dans le monde. » Quand Tess eut disparu derrière la crête de la colline, il se remit en route, ne se doutant guère qu'il l'aimait toujours.